Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. 15e saison. Nous nous pinçons. 3546 émissions à ce jour et toujours plus d'enthousiasme collectif pour le débat, la découverte et la nuance. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs artésiens. Et bonsoir mes camarades chéris. Bonsoir Elisabeth. Quel cœur. L'actualité internationale du jour, en l'occurrence, c'est le 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, émancipée du joug soviétique le 24 août 1991. L'Ukraine, qui a été frappée sauvagement par la Russie cet été, 4 ans et demi après le début de l'offensive. Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів. Тепер уже і не встигне. Ви хотіли, щоб нас не було на карті, тепер вас немає. У міжнародному порядку денному майбутньої цивілізації. La coalition des volontaires européens réunis à Kiev aujourd'hui même pourra-t-elle apporter un soutien déterminant à l'Ukraine, à part l'Europe, qui peut peser d'ailleurs sur Vladimir Poutine? Ce sera l'objet de notre débat et nous vous retrouverons dans la dernière partie de l'émission. Monsieur Mauduit et Monsieur Cossa, bonsoir à tous les deux. De quoi nous parlerez-vous ce soir? Elisabeth, c'est un triste bilan pour les noyades cet été, plus 14% par rapport à l'été dernier. Il y a plus de 300 victimes. On va revenir sur cette vieille préoccupation, comment sauver les noyés. Et vous, Théophile? On part au Japon qui vient de vivre un nouveau séisme près de Tokyo. Justement, l'archipel nippon est à la recherche d'une capitale de secours capable de prendre le relais en cas de drame. Une grande compète est organisée à l'échelle du pays. Alors, qui sera l'heureux élu, la vice-capitale? Je vous raconte tout en fin d'émission. À tout à l'heure. Et pour commencer, spéciale rentrée littéraire 2026, nous recevons le délicieux et ultra talentueux Philippe Jaénada, auteur d'un roman inclassable, obsédant, burlesque, débordant de vie et de cadavres. L'inconnu du quai de Javel. Jaénada y enquête façon maigret de canard sur un crime irrésolu, vieux de 77 ans, mais surtout, il fait surgir un monde, celui de la vaillante et inoubliable Louise Canso, une jeune Bretonne montée à Paris et devenue la star des modèles pour les peintres de Montparnasse. On retrouve Jaénada tout de suite. Dis donc, quelle chance on a de recevoir l'écrivain qui fait le démarrage en flèche de la rentrée littéraire avec son dernier opus. Moi qui ai de la chance. C'est lui, Philippe Jaénada. Bonsoir, je vous présente Anna Ndiaye et Bonsoir, Benjamin Sporto. Bonsoir Benjamin. L'inconnu du quai de Javel. Oui, ce livre a été lu à Doru et il a vécu. Il y a eu de l'eau. Oui, il a été mouillé dans une baignoire vraisemblablement. Philippe Jaénada. Oui. Une réenquête sur le meurtre d'une jeune femme qui s'appelait Louise Canso. Pourquoi elle, qui est née en 1920 et qui a été tuée en 1949, et pourquoi pas quelqu'un d'autre, après tout? Je feuilletais les vieux journaux sur un site qui s'appelle Gallica, qui est ma mine d'or. Les pages faits divers, et évidemment, tous les jours, il y a un fait divers. Donc, j'ai traversé une bonne quarantaine de faits divers avant d'arriver sur elle. Et ensuite, moi, mon but dans la vie, c'est pas de résoudre des enquêtes non élucidées, c'est d'écrire des livres. Donc il ne faut pas seulement un mystère judiciaire ou un fait divers un peu triste ou un peu une injustice ou quelque chose comme ça. Il faut qu'il y ait un contexte. Et elle, je me suis assez rapidement rendu compte, avant même de consulter le dossier d'archives, qu'il y avait une époque et puis des thèmes autour. C'est une petite Bretonne qui est envoyée à Paris à 15-16 ans toute seule pour faire bonne, comme des dizaines de milliers d'autres. Il y a le problème de la grossesse, de l'avortement. Enfin, il y a plein de thèmes. Non, ne déflorez pas. Je dis juste qu'il y a plein de thèmes qui font. Voilà. Et il y a l'humanité. On essaye. Voilà. On vous retrouve après votre portrait réalisé par Olivier Boucreux. Ah bah dis donc. Ouais, ça. Et des archives, ça comme. Philippe Jaénada, vous êtes écrivain enquêteur. Dans l'inconnu du quai de Javel, vous redonnez un visage à une victime d'assassinat. Pour rendre aux vies oubliées toute leur complexité, vous avez le profil idéal. Années 60, Morsan-sur-Orge, vous grandissez dans une famille de pieds noirs d'origine espagnole. Votre premier mot aurait été avion. Plutôt maths et sciences, vous rêvez de devenir pilote. À l'adolescence, le pull au vert rouge de Gilles Perrault sur l'affaire Ranucci vous bouleverse. Ce récit d'une possible injustice judiciaire vous révèle la puissance de la littérature.
Vous abandonnez les maths, tentez une école de cinéma. À 25 ans, perdu et sentant que vous partez un peu en sucette, vous vous enfermez chez vous pendant 1 an et 17 jours et vous écrivez des nouvelles. Vous travaillez ensuite comme animatrice sur Minitel Rose, puis comme chroniqueur tendance potin à Voici. Une garde à vue suite à une bagarre vous fait basculer vers le roman. Vous racontez d'abord l'histoire à vos proches. Ce sera Le Chameau Sauvage, prix de Flore en 1997. Après 7 romans autobiographiques, vous changez de voix. Je romance, je modèle, je change les éléments de place, j'enrobe un peu tout ça, mais c'est vraiment, oui, tous mes romans sont tous basés sur une solide charpente réelle. Sulac raconte l'histoire d'un fameux braqueur. La petite femelle a été condamnée pour avoir tué son amant. Et dans La Serpe, Henri Girard, l'auteur du Salaire de la peur, est acquitté d'un triple meurtre familial. Archives, témoignages, milliers de pages, votre style est fait de parenthèses, de digressions et d'anecdotes personnelles, une manière d'alléger ces histoires noires et de les rapprocher de la vie. On me dit souvent, oh, quel travail incroyable. En fait, c'est une passion, j'allais dire un plaisir, non, parce qu'on peut pas avoir du plaisir à enquêter sur la mort d'un enfant, mais c'est une vraie passion pour moi. Dans les archives numériques de la BNF, vous découvrez Louise Canso, jeune bretonne devenue modèle à Montparnasse, mère d'une petite fille qu'elle n'a pu garder, retrouvée étranglée quai de Javel en septembre 49. Vous relisez les 75 Maigret de Simenon pour appliquer sa méthode. Mais derrière le meurtre, vous racontez surtout une femme et son époque. Car dites-vous, la vie des gens, c'est la seule chose qui me passionne. Tout est vrai. Tout est vrai. Même les images, Oui, malheureusement. c'est ça. Alors, la méthode Maigret, vous l'avez adoptée. Monter les escaliers, nifler dans les coins. Mais vous avez aussi adopté une autre méthode. C'est le discours de la méthode, là, en somme. La méthode du tapir enragé. Oui, qui fouine, qui fouille, qui creuse partout. Dans les archives. Comme un possédé. Oui, bah surtout, mais j'adore ça en fait. Ouais. Comme je dis là d'ailleurs dans un extrait qui date de je ne sais quand, on me dit souvent quel boulot incroyable, c'est fou ce travail titanesque. Moi c'est un plaisir, c'est comme si on disait à un type qui joue au ping-pong, toute la journée vous tapez dans une petite balle, c'est ce qu'il aime, c'est son sport. Et moi j'étais cet après-midi là aux archives pour mon prochain livre, je jubilais dans la salle d'archives. Oui. 1949 donc, on la retrouve morte, quai de Javel. Il y a 2 événements en 49, la mort, le meurtre de Louise Canso et la publication du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et c'est vrai que dans le Deuxième sexe, il n'est question que d'égalité homme-femme et d'émancipation pour les femmes. Et ce que vous décrivez de la vie des jeunes femmes à l'époque est un truc terrifiant. Ouais. Les filles condamnées pour avoir tenté de se faire avorter clandestinement, c'était le cas de Louise Canso. On ne va pas tout déflorer, mais il y a la condition des femmes en filigrane de votre roman, grande enquête. Il y avait vraiment du boulot à l'époque, il y en a toujours d'ailleurs, ou d'ailleurs Madame Maigret. C'est-à-dire que dans un registre un peu plus léger, moins dramatique, mais Madame Maigret était la servante du commissaire Maigret. Absolument. Ma femme, quand je me suis lancé dans le livre, me dit... Madame Fat, oui. Anne-Catherine, me dit tu te prends pour Maigret si tu veux, tu joues à ce que tu veux, mais tu me fous la paix avec Madame Maigret. C'est Madame Fat et ça rigole pas. Je vais pas lui dire demain tu me feras une enquête, ça passerait pas du tout. Vous êtes passionné par les gens. Le moindre des protagonistes a le droit à son portrait en bonne et due forme. D'où vous vient cette passion? On a l'impression même que vous voulez vivre la vie des autres en permanence. Alors vivre la vie des autres, non, parce que celle que j'ai me convient à merveille. Mais oui, c'est une sorte de curiosité saine, j'espère. Et en tout cas, c'est une passion. Et je me retiens beaucoup. C'est-à-dire que ce que j'aime dans le fait divers, c'est que ça part de 3 minutes de rage, de bêtises, de sauvagerie, de violence. Et en fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais autour, il y a une ramification. C'est-à-dire que la mort d'une personne concerne des centaines et des centaines de personnes dans un sens ou dans l'autre. Et à chaque fois, et dans un dossier policier, judiciaire, ce que j'aime, c'est que tout le monde est interrogé. On doit dire la vérité aux policiers, on doit tout leur dire. Donc un dossier, ça peut faire 1000 pages, 3000 pages, etc. Et il y a 40, 50 personnages dans un dossier. Et je dois me retenir, mais comme si mon éditrice Alice Penant me tenait avec des rênes derrière pour pas partir de tous les côtés, à droite, à gauche. J'y vais un peu, mais j'essaye de me... Oui. D'où les délicieuses digressions et parenthèses dans les parenthèses qui sont devenues votre marque de fabrique. Mais au-delà de ça, dans tous vos ouvrages, Philippe Jaénada, il y a quelque chose, vous citez Ovide, vous dites « Le temps mange les choses et moi je veux résister à l'effacement. L'effacement des êtres, notamment des êtres humbles, modestes, même si elle était modèle, elle n'était personne, l'effacement des objets, l'effacement des archives. » Oui, alors je ne dis pas tout à fait que je veux résister, parce que je ne suis pas nostalgique du tout, vraiment, je veux le dire, parce qu'on m'a dit souvent « Ah, la nostalgie, machin », je ne suis pas nostalgique du tout. Je veux juste constater qu'il y a des choses qui disparaissent, des choses qui restent, et ce que j'aime dans cette phrase de Vide, moi j'aime les trous dans les archives. C'est-à-dire que c'est très frustrant. Quand on va aux archives, on veut, par exemple, l'autopsie de la victime, c'est la seule pièce qui manque.
on a envie de hurler. Et donc c'est rageant et en même temps c'est ce qui est beau. C'est-à-dire que sinon le passage du temps n'est pas concrétisé, n'est pas marqué. Quand on a un vieux pull chez soi qu'on adore, c'est parce qu'il y a des trous. Il a des trous, mais on aime ces trous parce qu'ils symbolisent les 20 ans qu'on a passé avec le pull. Donc j'aime, c'est pas maso, mais j'aime quand je trouve pas certaines choses, ou quand un café a disparu et s'est transformé en boutique de téléphonie, ou quand un quartier, le quai de Javel, l'endroit où elle est morte, c'est méconnaissable complètement. Méconnaissable. Et voilà, je le constate, mais sans tristesse. Par contre, quand une librairie disparaît, j'imagine que ça vous déclenche un petit pincement au cœur. On va en parler avec vous et avec Anna, parce que c'est le cas des librairies indépendantes, notamment. Oui, en 2024, au premier trimestre, 86 millions de livres ont été vendus. Et en 2026, sur la même période, c'est 10 millions de moins. De quoi mettre sérieusement en difficulté les librairies indépendantes, notamment, qui n'arrivent plus du tout à joindre les deux bouts. Alors, pour survivre, certaines sont obligées de se diversifier en se transformant, par exemple, en café-librairie. L'idée, c'est de venir boire son café arabica des hauts plateaux éthiopiens ou alors son matcha du Japon, qui, je le rappelle au passage, on fait beaucoup plus de marge sur ces cafés-là que sur un livre. Ça met du beurre dans les épinards des libraires, ça crée de la convivialité aussi. Et si finalement le client arrive à repartir en ayant acheté un bouquin, eh bien le pari est gagné. Alors vous, Philippe Janeda, vous êtes plutôt adepte des bars et cafés parisiens, le Lafayette notamment. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'y vendre des livres pour essayer d'enrayer la crise? Il y a beaucoup de livres au Lafayette. C'est moi qui ai lancé le truc il y a une dizaine d'années, les livres que je recevais. C'est dans le bistrot, vous allez boire oui, où je vais tous les un petit verre tous les soirs. Tous les jours, quand je ne suis pas à 28 minutes. Oui, bah évidemment, un verre de limonade, bien sûr, précisons-le. Évidemment. Bah, évidemment. Donc il y a pas mal de livres. Oui, on peut mélanger les deux. Moi, je trouve bien aussi qu'il y ait des bars où on peut voir ce qu'on veut, et puis des librairies où on achète des livres. Outre l'achat des livres sur Amazon, il y a une question qui taraude les lecteurs et les auteurs, c'est l'emploi de l'intelligence artificielle, notamment Claude et ChatGPT. Vous êtes d'une honnêteté absolue, même si vous avez peut-être honte, je ne sais pas. Sûrement pas. Vous avez fait usage de Claude pour un truc dingue, mesurer le temps qu'il faut à une chevelure noire, mouillée, très mouillée, pour sécher un 6 septembre 1949. Oui. Et vous le dites. Et je le dis, bien sûr, parce que c'était plus ou moins au second degré pour rigoler, puisque je prouve juste après. Je dis, c'est pas une machine qui a jamais reçu une goutte de pluie sur la tête qui va me dire combien les cheveux mettent pour sécher. Et j'ai une jeune amie qui s'appelle Clémence et qui fait l'expérience, et c'est bien plus fiable, sûr et intéressant que ChatGPT ou Claude. ChatGPT ou Claude. Ouais, j'en parle histoire avec de beaucoup dire de dérision rigoler, et d'humour. quoi. Ouais. Philippe Janeda, à travers la méthode du tapis enragé, vous avez découvert dans vos dernières recherches un dossier, peut-être le dernier dossier aux archives concernant un procès et un jugement rendu le 20 décembre 1950. Et vous écrivez « Je ne vais pas dévoiler la fin du livre. Ce jour-là, j'ai poussé un cri de belette. » Il est indispensable qu'on vous entende pousser le cri de la belette. Le traquenard. Le traquenard. Je vais essayer de me remettre dans les conditions de quand j'ai trouvé ce dossier fondamental. Voilà, c'est ça la belette? Le deuxième était bon. Très bien. Alors, il y avait une jeune femme, j'espère qu'elle se reconnaîtra. C'est convaincant. Il y avait une jeune femme à côté de moi qui a fait un saut, parce que les salles d'archives, c'est assez feutré. Hein, elle a bondi sur sa chaise. Très Vous bien. le refait? Oui. Celle-ci est plus éloquente. La belette. Voilà, le cri de la belette, c'était le bonus grâce à Philippe Janeda, qui a fait sa première télévision d'ailleurs, dans le cadre de la rentrée littéraire, par fidélité. C'est un plaisir, une fierté, un honneur, Elisabeth. Oh, et c'est réciproque. L'inconnu du quai de Javel aux éditions excellentes, éditions Flammarion. Merci infiniment d'être venu ce soir. On va passer à notre débat sans transition sur l'Ukraine, où les attaques incessantes de drones russes sur des centres commerciaux ou encore des sites énergétiques ont fait plus de 400 morts civiles et 2600 blessés au mois de juillet. Un bilan redoutable. Jusqu'où peut aller le soutien logistique de la coalition européenne des volontaires qui était réunie, vous le savez, aujourd'hui même à Kiev, malgré les menaces grandissantes de Vladimir Poutine. Discussion juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Recueillement ce matin à Kiev devant le mur du souvenir. Le président Zelensky et son épouse ont rendu hommage aux soldats morts au combat à l'occasion des commémorations de l'indépendance de l'Ukraine. Le 24 août 1991, le pays s'est émancipé de la tutelle soviétique. 35 ans plus tard, les Ukrainiens célèbrent cet anniversaire sous la menace des bombes russes. Les Ukrainiens célèbrent cet événement sobrement, conscients de la véritable valeur de l'indépendance. Nous sommes blessés,
Mais nous apprenons à être plus forts que tout le mal qui nous est infligé. Ces dernières semaines, Russes et Ukrainiens ont intensifié leurs attaques et les civils ne sont pas épargnés. Dans le centre de l'Ukraine, 16 personnes sont mortes vendredi dans l'attaque d'une zone commerciale par des drones russes. La coalition des volontaires pour l'Ukraine s'est réunie à la mi-journée à Kiev. Présents sur place ou à distance, les alliés de Volodymyr Zelensky lui ont renouvelé leur soutien face à l'agression russe. Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni a annoncé vouloir aider l'Ukraine à fabriquer sur son sol des missiles à longue portée. Je sais que vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour protéger votre espace aérien et votre population civile. Malgré les menaces scandaleuses proférées par la Russie à l'encontre de mon pays, nous continuerons à soutenir la défense de l'Ukraine. Cette assistance occidentale a le don d'agacer le Kremlin, qui le fait savoir. La Grande-Bretagne jette méthodiquement de l'huile sur le feu et attise régulièrement les tensions pour empêcher le moindre progrès dans le processus de règlement pacifique. Alors les Occidentaux ont-ils repris l'initiative aujourd'hui à Kiev face à la Russie de Vladimir Poutine? Doivent-ils craindre en retour des opérations de déstabilisation et des attaques hybrides russes? Sans l'appui américain, les Européens peuvent-ils vraiment intimider Moscou? Nos trois invités pour ce débat, Aurélien Duchesne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à l'Université catholique de Lyon, consultant en géopolitique et défense. Dernier essai, l'Europe et ses armées aux éditions Hérode. Et selon vous, les survols des pays européens par des drones russes relèvent avant tout de la provocation. C'est aussi, ajoutez-vous, une façon de nous tester et de créer une ambiance particulièrement anxiogène en Europe. À côté de vous, David Turtry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, directeur de l'Observatoire français des BRICS, ces pays, cette coalition de pays du Sud global. Votre dernier essai, précisément, les BRICS, c'est la réforme du monde, aux éditions Duno. Selon vous, depuis 2022, la Russie est restée largement concentrée sur le seul territoire ukrainien en matière militaire, mais Moscou fait en sorte que le soutien des Européens à Kiev leur coûte le plus cher et de plus en plus cher. Et à côté de vous, Sylvie Matelli, bonsoir. Bonsoir. Conseillère à l'Institut Jacques Delors, professeur associé à la Schema Business School. Vous estimez qu'au début de la guerre, les Européens craignaient d'aller trop loin dans leur soutien à l'Ukraine, de peur d'être considérés comme co-belligérants par les Russes. Mais on voit bien aujourd'hui, ajoutez-vous, que ce trop loin n'est plus le même, ou en tout cas de la même nature. Et on va démarrer le débat, Benjamin, avec l'arme du jour. Oui, c'est le missile Aster, un missile antimissile de fabrication franco-italienne, l'équivalent des patriotes américains qu'on connaît davantage. Et Emmanuel Macron vient de s'engager à envoyer en Ukraine une livraison de ces missiles intercepteurs pour contrer donc les missiles balistiques et les drones russes qui frappent régulièrement l'Ukraine et qui font des victimes. Kiev en manque cruellement, faute d'une aide suffisante des Américains. Aurélien Duchesne, cette annonce du président français, c'est quoi? C'est la preuve que l'aide européenne continue, s'amplifie et s'adapte aux nouvelles menaces russes? Bien sûr, mais à quelle échelle? Des Aster, on en a livré au maximum quelques dizaines pour équiper une seule batterie SAMPT de défense aérienne qu'on a livrée avec l'Italie. Et on n'en a que 8 autres, ce qui est insuffisant pour les besoins français, raison pour laquelle les armées freinent les têtes fers à l'idée d'en livrer une nouvelle. J'ai vu personnellement des missiles patriotes intercepter des missiles à Kiev. Les Ukrainiens nous disaient « on attend à la dernière minute tellement on manque de missiles patriotes ». Et malheureusement, avec l'état de la production actuelle en France, en Italie, au Royaume-Uni, si on ne passe pas maintenant à la vitesse supérieure et qu'on n'écuple pas les investissements en la matière, on n'est pas prêt de remplacer le soutien américain et de sauver des centaines de vies. Sylvie Matelli, la réunion qu'il y a aujourd'hui, du coup, elle n'est pas forcément uniquement symbolique. Il y a quand même des avancées ou ça reste assez insuffisant au regard de la menace? Ça reste totalement insuffisant. Mais par contre, vous avez raison, la réunion, elle est très importante parce qu'elle réitère le soutien en fait aux Ukrainiens. Et donc ça, je crois que c'est un positionnement qui est très clair. Mais depuis le début de la guerre, c'est véritablement pas nouveau. Il y a bien évidemment eu des évolutions dans les postures. Au départ, rappelez-vous, on acceptait d'aider les Ukrainiens en finançant des achats d'armement. Puis on a accepté de livrer des armements, mais à la condition qu'ils ne servent qu'à la défense. Et on le voit depuis quelques mois, depuis plusieurs mois, les attaques de drones ukrainiens sur le sol russe, c'est quand même une avancée comparée à ce que nos positions de... Sauf que, et là aussi, on l'a vu depuis le début,
on a du mal, on est en train on est obligé de changer de modèle d'armée, de modèle de production d'armement. On l'a vu avec les munitions. Rappelez-vous, il y a une initiative européenne qui s'appelait ASAP, bon, le terme est un peu abscon, mais qui visait en fait à mettre les Européens tous ensemble pour faire le bilan des capacités de production que l'on avait, avec un objectif fixé de livrer un certain nombre de munitions. Au final, on a augmenté la production, mais on n'a pas réussi à remplir totalement l'objectif, parce qu'encore une fois, ça prend énormément de temps de fabriquer des missiles. On avait des stocks qui étaient très limités, et on peut livrer que dans la mesure où on a des stocks en réalité. Et David Tortry, c'est dans un contexte d'intensification des frappes, en tout cas côté russe, et même côté ukrainien, il rétorque. Oui, tout à fait. On a une intensification des frappes, et des frappes qui sont de plus en plus dans la profondeur. Profondeur territoriale. Oui, profondeur territoriale. Du côté ukrainien, c'est assez spectaculaire puisque pratiquement toute la Russie européenne est maintenant couverte. Saint-Pétersbourg a été frappé il y a quelques jours, par exemple. l'Oural, etc. Bon, maintenant, la question qui se pose pour les Ukrainiens, c'est que on a des images assez spectaculaires, notamment des raffineries. Maintenant des entrepôts, mais dans quelle mesure ça a un impact militaire réel sur la capacité de l'armée russe à continuer son offensive dans le Donbass, ça reste à voir. Et de l'autre côté, les Russes, même si dès le départ ils avaient des vecteurs qui leur permettaient d'aller jusque quasiment à la frontière polonaise, ils en avaient peu. Eux aussi, ils ont des problèmes industriels et d'apport en munitions, même si on constate qu'ils ont fait quand même un énorme effort et qu'à l'heure, par exemple, le mois de juillet est le mois où ils ont tiré le plus de missiles depuis le début du conflit. Alors, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on nous disait les Russes, dans quelques mois, c'est fini, ils n'auront plus de missiles. Donc, de ce point de vue-là, ils ont relevé le défi. Côté des Occidentaux, la très mauvaise nouvelle, ça a été la guerre en Iran. Parce que Donald Trump a engagé d'énormes moyens dans cette guerre et continue à en engager. Et ces moyens-là ne sont plus livrés à l'Ukraine. Et en fait, les États-Unis, à l'heure actuelle, ce n'est pas une mauvaise volonté. C'est qu'ils ne peuvent pas livrer ces missiles. Mais Aurélien Duchesne, en même temps, l'Europe n'a eu de cesse de réitérer son soutien à l'Ukraine. Pourquoi c'est important maintenant ? Ça veut dire aussi qu'il y a une crainte des Russes et d'une potentielle victoire, en tous les cas d'avancée déterminante ? Il y a d'une part le fait de maintenir le soutien dans la durée et l'unité des Européens. Ça n'est pas rien. Le fait que plus d'1 an après le retour de Trump au pouvoir, malgré toutes les volontés de diviser les Européens et de freiner leur soutien dans l'idée qu'il fallait faire plier l'Ukraine pour mettre fin à la guerre, le fait que les Européens continuent de mettre la main à la poche est extrêmement important. Et il y a, comme vous l'avez dit aussi, dans cette crainte de la menace russe, ça me rappelle au fond la métaphore de l'extincteur qu'avait utilisé Roosevelt pour mettre fin à l'isolationnisme américain. Vous le rappelez ? C'est-à-dire que quand la maison de votre voisin brûle, est-ce que vous gardez l'extincteur pour vous quand ça arrivera chez vous, ou est-ce que vous aidez votre voisin à prévenir la menace ? C'est la même logique désormais chez les Européens, et le débat pour les armées françaises, est-ce que nos stocks d'armement qui sont limités, on va les garder pour nous, pour nos propres besoins, ou est-ce qu'on se dit que la priorité, c'est que la Russie se casse les dents en Ukraine et soit dissuadée de nous attaquer, nous ? Si, Nathalie Armatan, il y avait moins de participants cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est un hasard ou est-ce que ça dit quelque chose de la coalition des volontaires. Et Antonio Costa, le président du Conseil européen, qui dit une nouvelle fois, nous accueillerons l'Ukraine dans l'Union européenne, nous le souhaitons. Qu'est-ce qu'il faut lire dans ces 2 informations ? Moins de présents et cette déclaration de Costa. Alors, vous avez 2 enjeux dans le soutien européen. Vous avez un enjeu de court terme, c'est le soutien dans cette guerre. Et face à un agresseur qui, en agressant, a violé notoirement le droit international. Et les Européens, connaissant ce qu'ils sont et ce qu'ils défendent, il est bien évident qu'ils ne peuvent pas laisser faire ça. Donc le soutien et l'unité, comme vous l'avez très bien dit, est une excellente nouvelle. Ils ont tenu bon malgré... Ça coûte cher, ça coûte très très cher à l'Europe et aux Européens. 90 milliards d'euros. Tout à fait. Et rajoutez à ça les augmentations de dépenses militaires face à la menace. Je crois que c'est plus 40% depuis 4 ans. Et puis, à long terme, vous avez aussi cette idée de... Quelle Europe veut-on ? Et est-ce qu'on veut une Europe russifiée ? Alors je dis russifiée pour résumer tout ce que ça signifie. Notamment l'Europe de l'Est, vous parlez de notamment l'Europe de l'Est. Ou est-ce qu'on veut une Europe qui est pacifiée, stabilisée et qui se développe à l'image de ce qu'a été l'intégration au sein de l'Union européenne ? Et donc vous voyez, le soutien, il est évident et absolument nécessaire
pour se projeter dans cette Europe de demain. Et en même temps, il n'est pas si facile au quotidien parce que on produit pas assez d'armes, on produisait pas assez d'armes, on peut pas soutenir comme on le souhaiterait. L'intervention militaire américaine en Iran a encore été une pierre contre ce soutien en Ukraine. Donc voilà, on est véritablement dans un nœud extrêmement compliqué aujourd'hui. Alors on évoque une guerre hybride ou une guerre cognitive, on y reviendra peut-être, mais il y a l'utilisation d'une arme qui est de plus en plus prégnante, c'est les drones. Et vous allez nous en dire plus, Anna. Côté russe comme côté OTAN, c'est une enquête du journal britannique The Telegraph qui révèle que la Russie a construit des bases secrètes avec une 60aine de rampes de lancement de drones à la frontière avec l'Ukraine et la Biélorussie. On voit aussi sur des images satellites de grands espaces de stockage qui peuvent accueillir des milliers de drones, on les voit ici. Alors ces bases, si elles sont aujourd'hui déjà utilisées pour bombarder l'Ukraine, elles pourraient à terme servir à attaquer la Pologne, voire les pays baltes, entre cet automne et 2029. C'est en tout cas ce que craignent désormais les services de renseignement américains. Et puis l'OTAN, qui partage plus de 2500 kilomètres de frontières communes avec la Russie, s'est donc mis en ordre de bataille avec un plan baptisé Initiative de dissuasion du flanc de l'Est et qui a été révélé la semaine dernière. Des milliers de drones dotés d'intelligence artificielle et de capteurs doivent permettre de sécuriser la frontière et détecter toute intrusion de drones ou de missiles russes, sachant que ces 18 derniers mois, 144 intrusions russes dans les pays de l'OTAN ont été recensées selon une étude britannique, des intrusions pour surveiller soit des sites militaires, soit des sites nucléaires. David Turtry, si la Russie et l'OTAN venaient à entrer en conflit, est-ce qu'on peut imaginer que ce serait forcément une guerre de drones ? Oui, alors il y a beaucoup de scénarios sur cette éventualité qu'on espère éviter. En fait, il y a deux choses. Il y aurait un conflit terrestre avec invasion et tentative de prise de gages territoriaux. Et on pense notamment à la zone des pays baltes autour de Kaliningrad, qui est l'une des régions les plus sous tension et qui était déjà un peu sous tension même avant la guerre en Ukraine. Donc c'est vraiment une zone très tendue. Ça, c'est un scénario à l'heure actuelle pratiquement à exclure parce qu'on voit que les Russes ont déjà le plus grand mal à tenir le front en Ukraine. Pour eux, ouvrir un deuxième front terrestre n'a pas de sens. Par contre, il y a eu des menaces très concrètes des Russes depuis 6 mois à peu près sur les usines de production de drones sur les territoires européens. Notamment, le ministère de la Défense russe a publié une liste de ces usines en disant ce sont des cibles qui sont légitimes pour nous. Et donc, dans ce scénario-là, ce serait plus un scénario de frappe russe à un moment dans une escalade qui serait liée soit à des difficultés importante, soit à une décision prise par le Kremlin en disant vous nous frappez avec vos drones fabriqués en Europe sur notre territoire de plus en plus loin, eh bien regardez, nous sommes aussi capables de le faire. Pour l'instant, jusqu'à présent, le Kremlin a toujours évité de rentrer en confrontation directe avec l'OTAN. Aurélien Duchesne, on parle aussi beaucoup de guerre cognitive, de désinformation, de menaces. Ça fait partie de cette guerre hybride ? De cette panoplie. D'ailleurs, les Russes, quand ils parlent de Informationaya Voina, ils disent littéralement que c'est de la guerre de l'information dans un ensemble plus vaste. C'est-à-dire que nous, par pudeur quelque part, on met ça dans une forme de zone grise, sous le seuil de la guerre, pour mieux se dire, jeter un voile pudique dessus, que la guerre de l'information, la guerre hybride, ça reste quand même moins dangereux. Mais de l'autre côté, il y a la volonté d'appuyer sur des maillons faibles. Et vu de Russie, la France en est un, avec notamment les prochaines échéances évidemment présidentielles, législatives. Il y a l'idée qu'il y ait des maillons faibles au sein de l'OTAN et que gagner la bataille de l'opinion, voire peser, même si ça reste à évaluer, sur le résultat des élections, c'est une manière d'affaiblir le soutien au sein de l'OTAN et le soutien à l'Ukraine. Sylvie Matelli, est-ce qu'on a passé un cran supplémentaire dans les menaces russes que, par exemple, on a vu contre Londres en particulier, un Londres qui a annoncé vouloir renforcer son aide en termes de drones, on en parlait à l'instant, et Moscou a eu cette réplique, plus l'implication de Londres aux côtés du régime terroriste de Kiev sera profonde, plus le prix à payer sera élevé. Est-ce que ça, c'est un cran supplémentaire dans ce qui est en train de dire, de proférer la Russie à notre rencontre européenne ?
nous, Alors, Européens? je suis pas sûre que ce soit un cran supplémentaire dans la déclaration, puisqu'on a déjà lu et entendu ça. Rappelez-vous, au tout début de la guerre, revenait tous les 2-3 mois la menace nucléaire, avec des vidéos, où on voyait pas. C'est la guerre des mots, alors, C'est la uniquement guerre des mots, et au-delà de la guerre des mots, l'une de nos faiblesses également dans cette guerre hybride, c'est par rapport aux cyberattaques. Et je crois qu'on l'a vu assez récemment, y compris sur le territoire français. Et là-dessus, les Russes sont particulièrement forts, et on n'est pas totalement préparé. Donc si vous mêlez guerre informationnelle, cyberattaque, tous ces éléments de la guerre hybride, il est évident que les Russes ont quand même d'énormes moyens avant d'en arriver à comment exprimer ça, avant d'arriver à attaquer. Vous modérez ça, vous relativisez un peu, David Deurtry, non, sur les ingérences en disant non, je relativise pas. Je constate que dans le débat politique interne français, certains candidats mettent en valeur, je dirais, ces ingérences. Bon, là, ces derniers temps, on a eu des... Vous pensez à qui? Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann? Voilà, en tout cas, les candidats centristes qui sont très nombreux, qui ont besoin de se démarquer les uns par rapport aux autres. Et ça devient un peu un argument de campagne sur des campagnes informationnelles dont on n'a pas entendu parler avant que ces candidats en parlent, en quelque sorte. Donc voilà. Mais par contre, pour revenir sur les drones et les menaces russes, moi, il y a deux choses nouvelles, à mon sens, qui sont quand même inquiétantes. La première, c'est que jusqu'à il y a 6 mois à peu près, il y avait 1 an, il n'y avait pas tellement de frappes en profondeur ukrainiennes. Sur le territoire, ou alors elles avaient un impact assez faible. Maintenant, on a des victimes civiles russes tous les jours. Voilà, donc la guerre s'invite dans le quotidien des Russes, qui n'était pas tellement le cas auparavant. Et deuxièmement, ces armes, elles sont produites en grande partie en Europe. Alors qu'auparavant, alors on a des livraisons, etc., mais souvent ça venait d'arsenaux, c'était en partie des armes ukrainiennes, soviétiques, etc. Et donc la menace russe, là, elle est... Vous produisez vous-même ces armes. C'est plus des vous aides, Britanniques, etc., vous Français, vous Allemands. Et en plus, elles ne sont pas cantonnées au front. Elles viennent frapper notre territoire. Donc c'est ça la nouveauté qui peut faire déraper éventuellement les choses. Et déraper Vladimir Poutine éventuellement. Et précisément, vous évoquiez la menace nucléaire qu'il brandit depuis plus de 4 ans. Regardez, notre archive, c'est pas la première fois que Vladimir Poutine menace les Européens. C'était 3 jours après le début de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il évoquait l'usage de la dissuasion nucléaire. En début d'après-midi, c'est sous le regard grave de ses chefs militaires que Vladimir Poutine a fait cette annonce. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Depuis les années 60, jamais un dirigeant russe n'avait à ce point brandi la menace de l'arme nucléaire. Il est vrai que le pays a renforcé son arsenal ces dernières années. On parle de plus de 6000 ogives, 500 de plus que les États-Unis. Pour l'instant, l'attitude du président russe est plutôt interprétée comme une manœuvre d'intimidation. Mais la réponse de l'OTAN a été claire. Ses troupes sont elles aussi prêtes à défendre les alliés s'ils sont attaqués. Aurélien Duchesne, cette menace nucléaire a paralysé pour partie les Européens ou pas du tout? On est passé outre. Au début de la guerre, on a vu que ça faisait un effet malheureusement dans l'opinion publique et jusqu'à certains dirigeants, notamment côté américain. C'était notamment Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Biden. D'aucuns se disaient « Oui, mais si on laisse les Ukrainiens frapper la Crimée, ce serait la Troisième Guerre mondiale ». Et d'aucuns en France disaient à ceux d'entre nous qui disions « Dès 2022, il faudrait donner des avions de combat, des missiles longue portée, des chars d'assaut à l'Ukraine ». On nous répondait « Vous êtes irresponsables, ça finira en guerre nucléaire ». On a mis, au bout de 4 ans, à réaliser que ces lignes rouges de la part de la Russie n'en étaient pas. Et même si l'opinion publique croit beaucoup moins à ça, mais quel temps perdu toutes les fois où on aurait pu soutenir l'Ukraine beaucoup plus loin et peut-être faire plier la Russie à l'époque. David Deurtry, est-ce qu'on observe une lassitude au sein des populations ukrainiennes et russes qui pourrait peser sur le conflit ? Oui, alors ça c'est une évidence, il y a une lassitude de la guerre, on l'observe dans toutes les enquêtes d'opinion en Ukraine, où là on a des enquêtes qui sont assez indépendantes. En Russie, malgré tout, on a aussi des indicateurs très très nets qui montrent une fatigue, même une certaine colère par rapport
Oui, en Russie. Les gens osent l'exprimer. Il y a en tout cas l'expression dans la population. Alors il y a eu les pénuries d'essence qui ont touché la population et les drones. Mais ça fait déjà deux choses. Aussi, Pardon ? la mobilisation des Alors la mobilisation, en fait, il y a une mobilisation partielle en 2022. Depuis, il n'y a plus de mobilisation en Russie. Donc ce sont des engagés volontaires. Et c'est la différence avec l'Ukraine. En Ukraine, on est sur une mobilisation. D'ailleurs, une mobilisation en bonne partie forcée. Et là, en Ukraine, c'est là qu'on voit de plus en plus dans les rues, des personnes qui vont aller rattraper tel ou tel mobilisé de force. On a eu des manifestations, y compris dans l'ouest de l'Ukraine, qui est pourtant considéré comme le bastion de la résistance à la Russie, qui était manifesté un mécontentement là-dessus, parce qu'il y a en Ukraine une question sociale très forte, de justice sociale, et notamment, alors évidemment dans la hiérarchie, parce que il y a tout un tas de possibilités d'échapper au front. Y compris par la corruption, il faut le dire, tout à fait. Et par ailleurs, il y a tous ces Ukrainiens qui ont réussi à franchir la frontière à temps, si je puis dire, et qui sont en Europe. Et ça crée aussi certaines tensions. Un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice. Sylvie Matelli, est-ce que Volodymyr Zelensky a toujours la population derrière lui, ou est-ce que certains appellent à des élections ? Est-ce qu'il a été fragilisé après avoir limogé celui qui s'occupait de l'armée, le ministre de la Défense ? Quelle est sa situation aujourd'hui ? Il est fragilisé depuis déjà plusieurs mois et par différents scandales, bien évidemment. Aussi, et on a vu également que certains appelaient régulièrement, et encore très récemment, son ancien ministre de la Défense appelait à des élections. Donc effectivement, je crois que ça rejoint ce qui se disait sur la fatigue de la guerre. C'est un petit peu dans l'ordre des choses. Et je pense que même lui et son équipe sont fatigués de mener ce combat dont on a du mal à percevoir l'issue en réalité. Alors, ce qui est quand même nouveau, juste me permet, c'est que là, c'est la première fois qu'un haut responsable... Mikhailo Fedorov, je pense qu'il a limogé. Je souhaite des élections, parce que le consensus de la classe politique ukrainienne, c'était de dire pas d'élections... Avant la fin de la guerre. Voilà, exactement. C'est ça qui est nouveau quand même. Après, on avait eu la même affaire en 2023 avec Valéry Zaloujny, donc le chef d'état-major, également limogé par Zelensky, et d'aucuns disaient il y a 3 ans déjà, ça y est, l'unité nationale se fissure. J'étais encore en Ukraine il y a quelques semaines, il y a des critiques contre Zelensky, mais c'est sain de voir qu'un pays en guerre, une nation en armes, émet des critiques contre son dirigeant. Il n'y a pas d'opposition au principe de continuer la résistance, il n'y a pas d'appel massif à négocier, à lâcher 20% du territoire, mais il y a des critiques contre Zelensky qui se font jour. Oui. Mais rapidement, Sylvie Matelli, est-ce qu'on est encore trop naïfs, nous, Européens ? Certains disent qu'il faut terroriser la Russie comme ils nous terrorisent aujourd'hui. On en fait insuffisamment. Oui, très clairement, mais est-ce qu'on a les moyens de... C'est ce qu'un historien dit dans Le Monde. Est-ce qu'on a les moyens de terroriser la Russie ? C'est encore autre chose. Ce qui est intéressant pour revenir sur les opinions publiques, puisqu'on a parlé de la Russie et de l'Ukraine, c'est l'évolution des opinions publiques européennes. Rappelez-vous, au début de la guerre, vous aviez des pays qui étaient clairement antimilitaristes, qui s'opposaient, qui manifestaient contre le soutien à l'Ukraine. Je ne dis pas que on soutient la guerre en Europe, on est encore loin de ça et on a baigné dans un autre univers, mais véritablement les Européens ont fait un chemin et comprennent beaucoup mieux les enjeux géopolitiques et stratégiques liés à cette guerre en Ukraine. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir. On va rester dans l'actualité, mais vu par Xavier Mauduit et par Théophile Cossin, on va évoquer un record de noyades cet été en France, du fait évidemment des vagues de chaleur et de l'envie d'aller se rafraîchir. Et puis au Japon, le gouvernement cherche une capitale alternative à la ville de Tokyo pour accueillir les services étatiques et le palais impérial si l'ancienne Edo, c'était le nom de Tokyo avant, était ravagée par une catastrophe naturelle. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Élysée, un autre palais qui ne craint pas les catastrophes naturelles, seulement peut-être les locataires désastreux. Réponse le 2 mai prochain, c'est entendu. 9 premiers ministres ont tenté leur chance pour l'Élysée. L'Élysée, le bal des candidats. Jean-Luc Mélenchon repart à la quête de l'Élysée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Élysée, du grec Élysion, le séjour des bienheureux dans la mythologie, désigne le palais de l'Élysée, hôtel particulier parisien de la rue du Faubourg Saint-Honoré construit en 1720, siège de la présidence de la République et résidence officielle du chef de l'État depuis la Deuxième République. Le 24 août, la chaîne parlementaire compte 34 candidats déclarés ou putatifs à l'Élysée 2027.
Accéder à l'Élysée signifie présider au destin de 70 millions de Français, représenter la 7e puissance économique mondiale, pouvoir vitrifier les importuns grâce à 300 ogives nucléaires dont le tir est décidé depuis la salle de crise Vega, au 2e sous-sol, juste sous les jardins d'hiver et la salle des fêtes, à la place de l'ancienne salle de cinéma du président. QG de la France, l'Élysée compte 365 pièces, dont 90 en sous-sol, qui occupent 12 000 mètres carrés, dont 300 mètres carrés d'appartements privés. Le président Bling Bling, comme tous ceux de la Ve République, sauf un, ont officié depuis le salon doré, avec vue sur le parc d'1,5 hectare, planté notamment de platanes pré-révolutionnaires. L'Élysée est un caprice de l'égotique et désargenté comte d'Évreux, qui fait financer son château en épousant la fille de 12 ans de l'homme le plus riche de France, dont les pépettes viennent du commerce d'esclaves. L'hôtel d'Évreux deviendra le palais de l'Élysée à la fin du XVIIIe siècle, en référence aux Champs-Élysées voisins. Si le palais présidentiel au nom d'Éden mythologique était honni par l'un de ses locataires, un lieu plein de fantômes déplaisants, ses charmes paradisiaques ont été mieux perçus par un autre, mort sur place dans les bras, la bouche, persifle certains, de sa maîtresse. Il voulait être César, il ne fut que Pompée. Avec le ton. Bravo Thibault Nolte. Théophile Cossack, Xavier Mauduit, quel bonheur de vous retrouver pour vos chroniques. Cher Xavier, la ministre des Sports, Marina Ferrari, a déploré le triste bilan de l'été en France. Plus de 300 noyés depuis le mois de juin, 14% en plus qu'en 2025. Et vous nous racontez comment au XVIIIe siècle on essayait de prévenir les noyades. Oui, Elisabeth, c'est en 1740 que René-Antoine Ferchaud de Réaumur, c'est le célèbre Réaumur, le naturaliste, qui fait paraître un avis pour sauver les noyés, parce que c'est la grande préoccupation du moment, juste après la noyade ou quelques heures après, comment redonner vie à une personne qui pourtant paraît morte. Alors Réaumur évoque des méthodes anciennes qu'il juge archaïques. Bon, la principale, c'est de pendre le noyé par les pieds pour qu'il recrache toute son eau. Il dit ça vaut pas. Non, ce qu'il faut faire, c'est faire vomir la personne avec une plume qui chatouille l'œsophage. Et puis après, il dit qu'il faut le réchauffer. Alors là, il évoque des liqueurs spiritueuses, des décoctions de poivre et pourquoi pas de l'urine chaude. Mais surtout, il mentionne une méthode qui est alors très à la mode et qui a de quoi nous étonner. Il faut souffler de l'air chaud dans les intestins, pourquoi pas du tabac, mais sans passer par la bouche. C'est-à-dire qu'une canule est introduite dans le fondement et voilà, il suffit de souffler. Donc vous l'avez bien compris, le noyer ne doit pas être raie au mur, mais dans ces cas-ci avec raie accessible. Et c'est quelque chose qui, je vous le dis, est alors très répandu. Bien sûr, mais est-ce efficace, Mauduit? Ce qui est certain, c'est que ça ne doit pas laisser indifférent. En tout cas, vous avez des boîtes qui sont installées le long des grands fleuves européens, la Seine, la Tamise, oui, les boîtes avec le nécessaire pour réaliser une petite soufflette anale rapide. Alors, cette affaire-là est étudiée par un historien, Anton Serdensny, travail formidable qui étudie, ça s'intitule le livre du tabac pour le mort, une histoire de la réanimation, qui étudie cette affaire et qui y voit quelque chose de religieux. Parce que tout cela naît au XVIIe siècle, mais dans le discours religieux, c'est-à-dire par des pasteurs protestants, pas du tout dans le discours médical. Et on le comprend très bien. La noyade, c'est le risque de voir la disparition du corps. Donc, pas de sépulture et pas de sacrement. Et puis, au moment dit de sauver un noyé, c'est-à-dire de lui redonner vie, là encore, on est sur une question religieuse, parce que seul Dieu peut donner la vie. Donc, vous voyez, que cela se passe au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au siècle des Lumières, c'est vraiment signifiant. C'est réfléchir à ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, ce qu'est la réanimation. On est ici dans le sillon interphilosophie et religion, on l'entend bien. Cette méthode-là, vous l'avez vu, et on le sait bien, a été oubliée, mais elle mérite de demeurer dans les annales. Réellement passionnant, cher Xavier. Bon, Théophile, il va falloir y aller là, se mettre à la hauteur. Bon, alors, non, mais il n'y a pas de quoi rigoler. Il y a eu un tremblement de terre hier à nouveau au Japon, dans la périphérie de Tokyo, ce qui conduit le gouvernement japonais à chercher une capitale alternative.
Oui, 37 personnes blessées ce week-end près de Tokyo, un séisme de magnitude 5,9. Fin juillet, c'était un autre qui avait fait au moins 30 morts dans le sud du pays. Et mauvaise nouvelle, ces catastrophes vont se reproduire. Le Japon est situé sur ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Les autorités, d'ailleurs, estiment que Tokyo va très probablement affronter un séisme de magnitude 7 ou plus d'ici les 30 prochaines années. Or, c'est à Tokyo que se trouvent toutes les institutions. Résultat, en cas de drame, beaucoup de services de l'État risquent de devenir inutilisables. Le Parlement du Japon vient donc d'adopter une loi pour créer une capitale secondaire, en gros une capitale de secours. Objectif que le gouvernement, les ministères, etc. est un lieu pour s'installer en cas d'urgence et donc permettre à l'État de continuer de fonctionner. Et alors, quelles villes tiennent la corde? C'est la grande compète du moment. 13 collectivités ont annoncé leur candidature. Il faut être une ville suffisamment grande, avoir une administration costaud, capable de prendre le relais en cas de besoin, être dans l'idéal moins exposé aux catastrophes que Tokyo. Grande favorite, Osaka, même si en termes d'exposition au risque, c'est kiff-kiff. Pour sa promo, la deuxième ville du pays a même créé une mascotte. Vous la voyez, si avec ça, elle ne gagne pas. Il y a aussi Nagoya, Fukuoka dans le sud, Sapporo au nord sur l'île d'Hokkaido, qui a carrément composé, elle, une équipe dédiée pour la campagne. Son argument, on n'est peut-être pas les meilleurs ni les plus cools, mais nous, contrairement à d'autres, on est loin de la fosse de Nankai, zone sismique active située au large du Japon. Et toc, donc vous l'avez compris, tous les maires veulent gagner la timbale pour la gloire et puis pour les affaires, parce que dans la future vice-capitale, il y aura certainement de gros investissements de l'État, des avantages fiscaux pour attirer les entreprises, ça sera bon pour le tourisme, que du bonus. C'est la première ministre du Japon qui désignera la ville gagnante dans les prochains mois. Théophile, est-ce que dans le monde, il y a d'autres capitales de secours ou capitales alternatives? L'Indonésie est en ce moment en train de construire une nouvelle capitale pour remplacer Jakarta qui s'enfonce dans la mer. En Corée du Sud, tous les ministères et la plupart des administrations ont été déplacés à 150 km au sud de Séoul pour les éloigner de la Corée du Nord et pour décentraliser le pays. C'est aussi l'idée au Japon. À Tokyo, la population ne fait qu'augmenter. 30% des Japonais y vivent. 37 millions d'habitants, alors que le reste du pays se vide. La vice-capitale aura donc aussi pour mission d'attirer les populations et pas que l'administration, les administrations. Et pour ça, pas sûr que le petit chat qui fait coucou suffise. Le mannequin-écho. Et là, vous faites miaou. Miaou. Voilà. Merci Théophile, merci à tous. On se retrouve demain, ça porte bonheur, à 20h05. Tchuss.